domaine de la supply chain chez Flowline, de Guillaume Clément, qui est directeur du département data et intelligence artificielle, et enfin d'Emmanuel Guyez, qui est responsable de l'avant-vente chez Flowline sur toute la partie Sage X3 ERP. Le plan de présentation, je vais vous faire un tout petit focus sur Sage, qui est Flowline. Emmanuel prendra la relève sur l'overview de Sage X3 pour que vous compreniez les principaux fondamentaux. On va rentrer après tout de suite dans le vif du sujet sur tout ce qui est planification, outils de suivi de production. Florent prendra la suite sur tout ce qui est question des goulots d'étranglement. C'est une problématique qu'on a tous rencontrée dans les départements de production. Vous verrez comment on peut aborder cela. Enfin, Guillaume nous présentera des outils d'automatisation, l'apport de l'IA au travers notamment de la gestion des prévisions. Et enfin, effectivement, donc on se gardera une partie pour la partie questions-réponses. Sage et Flowline en quelques mots. On va faire un premier zoom sur l'éditeur Sage. Sage, aujourd'hui, c'est le premier éditeur mondial de solutions de gestion PME, PMI et ETI, avec plus de 3 millions d'entreprises utilisatrices des solutions Sage dans le monde. Donc, vous imaginez la dimension. Il y a plus de 12 000 collaborateurs chez Sage et Sage est présent dans une centaine de pays avec une partie, si vous voulez, qui est une application particulière de Sage qui s'appelle Sage X3 ERP, qui est l'ERP international de Sage. Aujourd'hui, on est à peu près à 9000 clients X3 dans le monde. Je ne parle pas de société, je parle vraiment de clients, c'est-à-dire un contrat peut porter une société comme elle peut en porter 10, 20 au travers de ce fameux contrat. Pour votre information et pour vous donner la puissance qu'il y a autour d'X3 et les moyens qui sont mis en œuvre par Sage, il y a plus de 1200 développeurs rien que sur leur ERP Sage X3. Flowline. On est une entreprise de 80 collaborateurs, on compte à peu près 150 clients actifs, ce qui doit représenter 250, 300 projets actifs. On a un chiffre d'affaires en 2024 qui est de 13,2 millions d'euros. Nous sommes présents à Lyon, Paris et bien entendu en Suisse. Historiquement, notre métier, nous étions, ce que vous connaissez tous, un intégrateur de logiciels de gestion. On a fait le choix en 2000 de partir sur Sage X3. Et au fil des années, on a développé des compétences, de l'expertise dans certains domaines d'activité que sont le life science, la distribution, le domaine des services et le manufacturing, bien entendu. C'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. On a décidé également de nous appuyer sur une plateforme que vous connaissez, je pense, tous à minima de nom, qui s'appelle Salesforce, qui a fait sa réputation au travers des solutions de CRM, mais il faut savoir que Salesforce embarque beaucoup plus de cloud que cela. Mais effectivement, il est majoritairement connu sur cette dimension de CRM. Donc, ça, c'était notre métier historique. Maintenant, notre positionnement a évolué dans le temps et je remercie et nous remercions d'ailleurs nos clients puisque c'est eux qui ont été l'impulsion en fin de compte de cette transformation de notre métier. On est passé d'un positionnement d'intégrateur de RP à une entreprise de services numériques, métiers et technologiques. Donc, bien entendu, on conserve notre colonne vertébrale qui est les applications de gestion, le RP Sage X3, Salesforce, mais nous avons complété notre gamme de services autour de 2 piliers fondamentaux que sont le conseil métier, et on verra en quoi ça consiste. Globalement, ce sont des consultants métiers
qui vont travailler avec les directions métiers de nos clients sur leurs pain points pour leur apporter des réponses qui peuvent être de processus, d'organisation, applicatifs, technologiques, d'autres solutions tiers. Et on va chercher vraiment à répondre à des problématiques bien ciblées des entreprises. À côté de cela, et on a la chance de disposer aujourd'hui d'outils formidables, on a développé tout un département autour de la gestion de la donnée et de l'intelligence artificielle sur 3 grands domaines, on va dire le prédictif, la détection d'anomalies et l'automatisation. On verra comment la combinaison de ces trois éléments peuvent être vraiment fédérateurs de ce qu'on appelle les business value, donc des apports de valeur pour nos clients. Je vous ai dit, on a 4 grands domaines d'activité, le manufacturing, life science, distribution, service. On va surtout peut-être se focaliser sur la partie manufacturing parce que ce qui est caractéristique de Sagis3 ERP, c'est que c'est un produit qui s'adapte en fin de compte à toutes les tailles d'entreprise. Ça peut être comme Dunaire, par exemple, c'est une entreprise de 25-30 personnes. Mactrol, c'est une entreprise suisse également qui doit être à peu près 70 personnes. Si je prends Pace Group, c'est effectivement plusieurs centaines de collaborateurs. C'est une entreprise internationale qui doit faire un peu plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Lacroix Emballage qui fabrique des emballages, mais également de la machine spéciale. Là, on est à plus d'1 millier de personnes sur plusieurs continents. Donc, vous voyez, il y a le côté très scalable de la solution qui va couvrir des métiers différents, des tailles d'entreprises différentes, des législations différentes. C'est ce que permet effectivement donc un Sagix3. Pour les besoins de cette présentation d'aujourd'hui, on est bien entendu obligé d'anonymiser l'exemple que nous allons prendre, mais c'est ce qu'on appelle une success story. C'est une PME, PMI de 130 personnes qui connaît une très importante croissance de son activité commerciale et qui veut également se développer sur un autre continent qui est le continent américain. Donc ça, c'était son souhait et cette entreprise a demandé à ce qu'effectivement on l'accompagne. Maintenant, face à cette croissance de l'activité commerciale, cette entreprise faisait face à deux problématiques majeures. Plus d'activité commerciale dit une surcharge de l'outil industriel et il faisait face à un non-respect des délais de livraison de leurs clients. Ça, c'était la première problématique. La deuxième problématique qui a été évoquée, c'était la maîtrise de la masse salariale, puisque plus d'activité commerciale peut nécessiter plus d'embauches et ainsi de suite. Et là, c'était un gros sujet puisque ça touchait la rentabilité directe de l'entreprise. Comment est-ce qu'on a abordé les choses? Vous allez voir à quel point cet exemple illustre bien l'objet de ce webinaire. On a travaillé sur l'optimisation de la planification de production et le suivi de fabrication en temps réel. Ça, c'est le premier élément, il était très important. Le deuxième élément important, c'était la gestion des goulots d'étranglement. Donc là, mon collègue Florent va en parler, comment ce sujet a été traité au travers de la théorie des contraintes. Troisième point, et ça c'était un élément fondamental et ça touche après toute la chaîne en fin de compte de la supply chain, c'est la fiabilisation des prévisions de vente. Et là, on s'est appuyé sur l'intelligence artificielle. Enfin, et ça touche la maîtrise de la masse salariale, c'était comment éliminer et automatiser les tâches sans valeur ajoutée au travers de l'IA, mais également au travers d'outils d'automatisation. Voilà, les 4 points que nous allons retrouver au cours de ce webinaire. Je propose de passer sur l'overview de Sagix3. Pour cela, je vais laisser la main à
à Emmanuel qui va prendre ma succession. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci Philippe pour cette introduction. Je vais partager mon écran et je vais continuer cette présentation. Voilà, donc effectivement, par rapport à Celtic3, un rapide tour avant de rentrer dans le vif du sujet. Celtic3, c'est un ERP qui est très riche, très complet et aussi très paramétrable et relativement souple à mettre en œuvre puisqu'il a une mise en œuvre qui peut être modulaire et qui permet effectivement une de ses grandes forces, on verra, c'est la capacité à intégrer l'ensemble des informations de n'importe quel service de l'entreprise, de sorte à ce qu'on ait une synergie et éviter les redondances d'informations. Donc, les principales briques de Celtic3, ça va être bien sûr la partie manufacturing, donc on va aller voir quelques modules. Cette gestion de gestion de production, ben, forcément, elle a besoin d'autres briques pour pouvoir fonctionner dans l'entreprise. On va avoir le module achat qui va nous permettre de suivre l'ensemble des processus d'achat depuis les demandes d'achat jusqu'à la facturation, en prenant en compte les achats internationaux, le suivi des transports, le suivi des conteneurs. On va avoir toute la partie vente qui va prendre en considération toute l'activité de distribution de l'entreprise. On va avoir aussi une activité finance, donc toute la partie, tous les modules finance sont présents, la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la comptabilité budgétaire, la gestion des immobilisations, et bien sûr, sans oublier que de plus en plus, on a des entreprises de manufacturing qui vont vers le service et qui proposent du service après-vente et qui proposent également d'intégrer en fait l'activité de qualification technique des produits via la CRM. Et donc, effectivement, c'est intéressant d'avoir un ERP qui est capable de couvrir l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à l'entreprise et de s'appuyer sur une business intelligence qui est intégrée dans l'ERP et qui permet aux utilisateurs d'extraire très rapidement et très simplement les informations qu'elles ont besoin, soit pour faire des analyses, soit pour faire des alertes nécessaires à leur activité. Alors, comment ça va se passer? C'est un outil qui est full web et qui a la capacité de présenter à chaque utilisateur un portail personnalisé. Et ce portail, effectivement, va lui permettre d'avoir des vignettes. Et dans ces vignettes, on va pouvoir paramétrer soit des graphiques, soit des calendriers, soit des tableaux d'alerte en indiquant effectivement quelles sont les informations sur lesquelles le collaborateur a intérêt à travailler en priorité. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est cette interactivité qu'on a en permanence dans Celtic3 et qui permet de pousser les informations. On va également avoir, et ça c'est un point assez distinctif de Celtic3, la capacité d'accompagner les utilisateurs avec ce qu'on appelle des processus graphiques. Ces processus graphiques, on les présente sur la page d'accueil de l'ERP, de Celtic3, et ça va permettre de guider l'utilisateur pas à pas sur l'ensemble des opérations qu'il doit exécuter de manière séquentielle et de lui mettre à disposition tous les écrans qu'il aura besoin d'utiliser pour gérer le processus qu'il souhaite mettre en œuvre. Alors, ces processus, Celtic3, on a fait toute une bibliothèque. Il y a plusieurs centaines de processus disponibles pour gérer, pour piloter les inventaires, pour piloter la valorisation des stocks, pour planifier la gestion de production, etc. Donc, tous ces processus graphiques sont personnalisables et permettent d'ouvrir les écrans directement sans passer par le menu général qu'on connaît habituellement et qui permet effectivement lui aussi d'accéder aux différentes fonctions de l'ERP. Alors, Celtic3, c'est aussi un outil qui se veut multi-support et donc on va pouvoir adapter les supports d'utilisation de Dix3, de visualisation Dix3
soit sur ce qu'on appelle des terminaux radiofréquences pour piloter et scanner les étiquettes code barres ou les QR codes pour pouvoir bien maîtriser les différents mouvements de stock. On aura, et ça je vous le présenterai rapidement, la possibilité aussi d'avoir des tablettes mobiles qui permettent de suivre l'activité en temps réel dans les différents ateliers de production. Et puis, les différents collaborateurs qui sont en mobilité, que ce soit les commerciaux, que ce soit les techniciens, peuvent aussi utiliser Sagix3 pour se connecter et visualiser en temps réel l'activité auprès de leurs fournisseurs, de leurs clients, et donc de pouvoir avoir l'information à tout moment, disponible où qu'il soit et adapté à la taille de leur écran. Voilà pour cette rapide présentation de Sagix3. Évidemment, on se tient à votre disposition si vous avez des questions plus précises sur certaines fonctionnalités. Ce que je vous propose, c'est que par rapport à la success story que vous a brièvement présentée Philippe, eh bien, c'est de focaliser sur la problématique qu'avait l'entreprise, qui était qu'elle utilisait donc un outil de planning de charge, donc elle voyait la charge de production de l'entreprise, mais cette charge de production, du fait qu'elle sortait du CBN, c'est une charge de production qui est présentée en capacité infinie, c'est-à-dire que Sagix3 met en face des suggestions de fabrication. Ces suggestions de fabrication, elles sont guidées sur des dates de début et des dates de fin, compte tenu des impératifs de production et des impératifs commerciaux. Et donc, du coup, ça donne ce genre de planning, de charge par atelier de production, où on se rend compte qu'il y a certains jours, la capacité de production est largement insuffisante par rapport à la charge de production que suggère le CBN. Et donc, si on veut être en capacité de pouvoir lisser cette charge ou d'augmenter la ressource, eh bien, il nous faut un outil qui nous permette de faciliter la planification des ateliers de production. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire avec le module Sagix3 Web Scheduling, qui est un module qui va s'appuyer sur des diagrammes de Gantt et proposer en fait tout un certain nombre d'outils d'optimisation et de contrôle, tout en laissant la main au planificateur pour planifier, pour ajuster les plannings et pour tenir compte des différents aléas de production qu'il pourrait rencontrer. Alors, regardons un peu plus dans le détail comment ça va se présenter. On va avoir sur la gauche l'ensemble des postes de charge et puis sur la partie droite, le calendrier de production avec les différentes opérations de fabrication qui vont se présenter dans le temps et qui vont s'étaler dans le temps. Donc, la première des choses qu'on va pouvoir voir aussi, c'est qu'en bas, on a la possibilité de gérer plusieurs postes, plusieurs exemplaires d'un même poste. C'est-à-dire que si j'ai deux emballeuses qui ont exactement les mêmes performances, donc j'ai deux exemplaires, eh bien, je vais pouvoir à ce moment-là avoir la possibilité de lisser ma charge sur les deux machines en même temps, si cela est utile. Et c'est ça qu'on va prendre en considération immédiatement dans l'optimisation des plannings de production. L'autre élément qui est très intéressant pour le planificateur, c'est qu'il visualise le séquencement des opérations qui passent d'un poste de charge à un autre. Et donc, ce séquencement, on le voit à travers les petites flèches qu'on voit qui suivent, qui tracent en fait les opérations entre elles et qui permettent de voir que quand on déplace une opération, eh bien, ça a des conséquences sur l'ensemble des autres opérations sur le planning de production. Il va aussi vous alerter sur les avances-retards, en disant attention, là il y a un problème, c'est qu'on a une opération de fabrication qui devait impérativement commencer à telle heure pour pouvoir rester dans les temps. On n'y est pas. Comment on fait? Est-ce qu'on est capable de déplacer la charge pour pouvoir tenir compte de ces avances, surtout de ces retards? Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce module de web scheduling est complètement intégré à Sagix3 et donc il respecte l'ensemble des contraintes qui sont définies dans la nomenclature multiniveau et dans la gamme multiniveau. Et dans la gamme, effectivement, on va paramétrer les règles de jalonnement, c'est-à-dire est-ce que les opérations sont séquentielles, strictement séquentielles entre elles, est-ce qu'elles sont chevauchables,
Est-ce qu'elles sont amenées de façon parallèle? Et bien, toutes ces règles de chevauchement, elles vont être prises en considération pour faire le planning de production, pour établir le planning de production. Et puis l'ordonnanceur, il va pouvoir tenir compte des capacités du module à gérer les différents aléas. Et le premier des aléas qu'il va pouvoir faire, c'est de tenir compte de lui-même, c'est-à-dire de dire, moi, j'ai un collaborateur qui m'alerte qu'il y a une machine qui est en panne. Automatiquement, je peux intervenir sur mon planning de production et aller reporter des charges, soit dans le temps, soit sur d'autres lignes de production qui étaient à l'arrêt et que je vais utiliser avec des performances peut-être différentes, mais qui vont avoir un impact sur mon planning de production. Il va être aussi alerté sur la capacité de voir, de vérifier que quand il place ses opérations de fabrication, le système va lui prédire s'il y a un manque de matière ou pas. C'est-à-dire, est-ce que si on démarre cet après-midi à 14 heures l'opération de fabrication, est-ce que j'aurai bien dans les stocks la quantité nécessaire de matière, de composants pour lancer ma production? Ça, c'est quelque chose que Celtic 3 va pouvoir anticiper, vous alerter si ce n'était pas le cas. Vous allez aussi pouvoir visualiser la possibilité de dire, oui, justement, dans les aléas, j'ai une machine qui est en panne, il faut que j'aille la mettre sur une machine équivalente. Eh bien, c'est vous qui allez par drag and drop pouvoir solliciter un poste de charge équivalent et de reporter donc la charge qui est initialement prévue sur le poste 1, de le positionner sur le poste 2. Vous aurez aussi effectivement la possibilité d'avoir les alertes de retard. Donc, dès que ça va être en jaune, on va voir que l'opération de fabrication est en retard par rapport à l'objectif de production. Et donc, de pouvoir, le cas échéant, venir déplacer la charge et aller la positionner vous-même s'il y a besoin, plus tôt, si c'est possible, et selon la règle de planification, plus tôt ou plus tard que vous avez choisi. Le planning, lui, il va être bien sûr synchronisé avec la chaîne des achats. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez établir votre planning de la semaine prochaine, on va pouvoir, le Gantt va vous proposer le placement des opérations de production en fonction de la disponibilité des matières. Et donc, de dire, oui, je ne peux pas démarrer cette opération avant le 23 septembre, là dans l'exemple avant, dans cet exemple. Pourquoi? Parce que avant, la matière n'est pas disponible. Et donc, la date plus tôt, ça sera cette date-là. Et pour justifier cette situation, eh bien, vous pouvez demander à regarder dans l'écran du bas le détail des besoins de l'ordre de fabrication. Donc, on voit ici les différents prélèvements que l'opération de fabrication nécessite de faire et de vérifier l'achat qui va être en conséquence de ces prélèvements. Et donc, ici, on voit effectivement que cet achat, il est lié à cette opération de fabrication. Et donc, on voit la date à laquelle l'achat doit être réceptionné, est prévu d'être réceptionné. Et le cas échéant, tant que la réception n'a pas été validée dans l'ERP, automatiquement, cette disponibilité sera mise en alerte jusqu'à ce que la réception soit établie. On intègre également dans l'outil la prise en compte des outillages. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si j'ai deux opérations qui nécessitent un même outil, eh bien, forcément, je ne vais pas pouvoir les démarrer en parallèle, bien que j'aurais pu au niveau de l'ordonnancement, au niveau des règles jalonnantes. Mais néanmoins, quand j'ai une pénurie d'outillage, eh bien, je vais devoir les démarrer l'une après l'autre pour tenir compte de cette contrainte. Et dans l'écran du bas, j'aurai la possibilité de visualiser la disponibilité ou l'occupation de ces outillages dans le temps et donc vérifier si je peux démarrer ou comment je peux optimiser ces outillages. Enfin, Celtic 3, dans le module de WebMenu, il va tenir compte des temps de réglage et de l'optimisation de ces temps de réglage en proposant ce qu'on appelle des matrices de temps de réglage, de façon à ce que on va essayer d'optimiser le séquencement des opérations sur le Gantt, en tenant compte en fait des opérations qui utiliseraient les mêmes réglages machine et donc du coup nécessiteraient moins de temps de réglage
du fait que si on rassemble différentes opérations qui bénéficient des mêmes conditions de réglage de la machine, eh bien, on va gagner du temps. Et c'est ce qui va se passer. Ici, on voit que là, le système, il a optimisé par rapport au temps de réglage, et donc il y a moins de temps de réglage nécessaire, et on peut placer plusieurs opérations qui bénéficient du même temps de réglage qu'indiqué dans la gamme de fabrication. Donc, pour conclure, je dirais que WebKit Unix a été un outil qui, pour l'entreprise, a fait vraiment gagner du temps par rapport à son planning à capacité infinie. Le planificateur, il a gagné à peu près 40% de son temps dans la réalisation des plannings de production, et surtout, il a gagné énormément en réactivité puisqu'il avait la capacité de réallouer en fait les ressources de production en tenant compte de ces aléas. Et du coup, de ce fait-là, on a gagné environ 20% de productivité au niveau des TRS de l'entreprise, au niveau des indicateurs de productivité. On a pu remarquer effectivement un gain relativement significatif du simple fait qu'on a anticipé en optimisant les plannings de production et en étant en capacité d'agir en temps réel lorsqu'il y avait un certain nombre d'aléas, aussi bien au niveau de la matière qu'au niveau des outils de production. Et donc, ça m'amène à vous parler également d'un deuxième module qu'on a mis en place dans cette entreprise et qui a permis de gérer ce qu'on appelle la réactivité de l'entreprise et donc de visualiser en temps réel en fait l'avancement de la production. Et donc, c'est le module Shop Floor Control qui va se présenter sur les tablettes tactiles et mobiles qui sont faites pour gérer en fait les déclarations de temps passées par les collaborateurs, soit de manière, soit en équipe ou en solo. Et donc, en établissant les dates heures début début de réglage, début d'opération, et les fins de réglage avec les temps, avec les quantités produites, eh bien, on a la possibilité d'avoir cette visibilité en temps réel de l'avancement de la production. Eh bien, comment ça se présente? L'opérateur, il va sur sa tablette, il utilise son badge ou alors il indique avec un clavier tactile le numéro de son numéro opérateur, et éventuellement sur le site de production, si l'entreprise a plusieurs sites de production. Et il va sur l'opération de fabrication qu'il a besoin de démarrer. Et à partir du moment où il enclenche le bouton démarrer, le compteur tourne et le CX3 le module va considérer que le collaborateur est en train de travailler sur cette opération. Et jusqu'à ce qu'il revienne sur cette opération pour déclarer le top fin, eh bien, le système, lui, qu'est-ce qu'il va lui proposer? Il va lui dire, qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que tu as pu déclarer comme j'ai fabriqué 45 kilos ou 450 cartons ou 3 palettes. Donc, les unités sont paramétrables. Et le cas échéant, il va indiquer la quantité qu'il a détruite et les quantités qui ont été mises au rebut. Et à partir de là, CX3 va lui proposer de visualiser en temps réel l'avancement. Et ça permet donc de vérifier si oui ou non on reste dans les clous en termes du cadencement de production ou si on commence à observer des retards de production. Et le cas échéant, le responsable d'atelier aura la capacité de réagir, soit en réajustant le planning de production, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, soit en proposant de rallonger les temps de production ou en allant chercher des ressources des collaborateurs supplémentaires, si ça fait sens pour rattraper les retards qui ont été pris au niveau des différents postes de charge. Voilà. Et donc, évidemment, on a aussi la possibilité sur cette tablette de paramétrer un certain nombre d'indicateurs et donc de visualiser effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les différents retards sur les différentes ordres de fabrication et le cas échéant d'agir en termes d'affectation de ressources et en termes de statistiques, de voir qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les nombres d'articles défectueux, qu'est-ce qu'il y a eu comme
comme atelier qui a provoqué ces retards, de manière à effectivement prendre en considération ce que va pouvoir faire tout à l'heure, dans un instant, Florent, c'est de vous expliquer la théorie des contraintes et des goulots d'étranglement, parce que c'était effectivement un sujet adjacent qui était que, effectivement, quand on met en place un planning de production, quand on gère en temps réel, eh bien, il faut quand même aussi savoir anticiper ces goulots d'étranglement, les visualiser et je vais laisser la main à Florent pour vous expliquer ce qu'il a pu entreprendre à ce niveau-là. Fantastique. Merci Florent. Alors, pour me présenter très brièvement pour ceux qui viendraient éventuellement de nous rejoindre, donc je suis Florent et je suis consultant métier logistique et production chez Flowline Intégration. Et dans la continuité de ce que Emmanuel vous a présenté, je vais essayer de vous montrer comment, chez ce client, nous avons pu optimiser les ressources de production, à la fois pour faciliter la planification dans Sage X3 que vient de vous présenter Emmanuel, mais aussi et surtout pour réduire de façon significative les délais de livraison client. Alors, en pratique, les retards de production résultaient chez notre client d'un manque de fluidité des processus qui se trouvaient freinés par ces fameux goulots d'étranglement. Alors, je vous propose de regarder d'un petit peu plus près en quoi consistent ces goulots d'étranglement et surtout comment réussir à mieux les gérer grâce à la théorie des contraintes. Alors, ce client, sur l'une de ses lignes de production, mettait en œuvre un processus de fabrication en 4 étapes. Une première étape avec une capacité horaire de 4 unités, une deuxième étape avec une capacité horaire de 2 unités, une troisième étape avec une capacité horaire de 5 unités, et enfin une dernière étape avec une capacité horaire de 3 unités. Voilà la configuration de sa chaîne de production en termes capacitaires. Si la demande client est de 4, on comprend tout de suite que l'étape 2, avec une capacité horaire de 2 unités, va constituer le premier goulot d'étranglement. À l'identique d'ailleurs de l'étape 4, puisque sa capacité horaire est de 3 unités seulement pour une demande de 4. Et c'est cette étape 2 qui va constituer le goulot d'étranglement. Ça va être une contrainte. Les quantités qui vont être produites, donc l'étape 2 constituant le goulot d'étranglement, les quantités produites à l'étape 1 vont naturellement s'accumuler devant l'étape 2. Elles constituent ce qu'on appelle le work in progress, donc les en cours de production. Pour prendre des exemples qui vont parler un petit peu à tout le monde, il peut s'agir d'une file d'attente devant un guichet d'embarquement dans un aéroport. Il peut s'agir d'une pile de documents qui s'accumulent sur un bureau, ou encore de courriels non lus qui vont s'accumuler eux aussi dans une boîte mail. Et cet en cours de production, le work in progress, se traduit par un allongement des délais. Et il faut donc le maintenir le plus bas possible en agissant sur le goulot d'étranglement. En fait, la vitesse globale du processus de production est égale à la vitesse de son étape la plus lente. Et c'est là précisément qu'intervient la théorie des contraintes. Elle va permettre en 5 étapes d'augmenter la capacité de production en dégoulottant le flux. On commence par une première étape qui consiste à identifier le goulot. Vous l'avez compris, dans l'illustration précédente, c'était l'étape 2, devant laquelle s'accumulaient des stocks. L'étape 2, elle, consiste à exploiter le goulot, c'est-à-dire qu'on va chercher à lui redonner sa pleine capacité. Et on met souvent en œuvre à ce niveau-là ce que certains connaissent sous l'appellation du taux de rendement synthétique, qui vient mesurer à la fois le taux d'engagement de votre ligne de production, sa performance et aussi sa qualité. L'étape 3, qui est la plus importante,
c'est qu'on va subordonner l'ensemble du process de production en se basant sur le goulot et son effet limitant. Et on va utiliser un acronyme TTC pour tambour, tampon et corde. Le tambour d'abord, c'est-à-dire qu'on va ordonnancer toute la production autour du goulot. C'est lui qui va donner le tempo, ça va être le cœur du système. Et c'est pour ça qu'on parle de tambour. On va utiliser ensuite des tampons, c'est-à-dire qu'on va sécuriser la chaîne de production en plaçant un tampon devant l'étape goulot de façon à pouvoir assurer la continuité de la production. Et on va également protéger en fin de chaîne de production le client final en positionnant un tampon de produit fini. Et enfin, la corde qui va permettre de gagner en flexibilité en fragmentant les lots avec des lancements plus petits pour s'adapter au goulot. L'étape 4, elle, consiste à élever la capacité du goulot. Alors, ça peut prendre deux formes. Ça peut prendre un investissement dans le goulot, dans la machine-outil concernée, mais ça peut prendre aussi la forme d'une sous-traitance pour la capacité de production. On parle d'ailleurs de sous-traitance de capacité par opposition à sous-traitance de spécialité. Et enfin, la cinquième étape, c'est qu'on va répéter l'opération sur le goulot limitant suivant. Rappelez-vous ici l'étape 4, puisque son débit horaire était de 3 unités par heure pour une demande de 4. Et c'est toute la dynamique de l'amélioration continue qui se met en place. C'est le côté itératif et vertueux de la méthode. Alors, comment résumer la philosophie de la méthode? Vous l'avez compris, c'est la fluidité qui prime. On va chercher à équilibrer les flux et en aucune façon les capacités. On ne va pas non plus chercher à occuper toutes les ressources à tout prix. On ne va pas non plus chercher à gagner du temps sur une étape qui ne serait pas un goulot. Ça ne sert à rien, ce serait de l'énergie gâchée. Voilà la philosophie de la méthode en quelques mots. Alors, quant aux bénéfices obtenus chez notre client, ils ont été plutôt immédiats et ont largement contribué à la success story dont Philippe vous faisait part tout à l'heure, avec une augmentation de la productivité d'environ 20%, puisqu'on améliore à la fois le rendement de la chaîne de production et les temps de cycle. Ça a permis de diminuer également d'environ 15% son niveau de stock. Forcément, les goulots ont un effet limitant sur les niveaux de stock. Et d'améliorer, et c'était le premier des objectifs poursuivis, d'améliorer le service client en réduisant de 40% les retards de livraison. Alors, voilà pour des bénéfices chiffrés. Maintenant, s'ajoute à cela aussi le côté vertueux de la méthode, c'est qu'elle facilite la prise de décision. Elle permet de prioriser les actions, les investissements éventuels dans l'outil de production, la recours à la sous-traitance de capacité dont on parlait tout à l'heure, et elle permet, grâce à la fragmentation des lots de production, de gagner en flexibilité et de s'adapter plus facilement aux changements et à la demande. Et s'il y avait une leçon à tirer de cette méthode, que j'aime beaucoup parce qu'elle est également transposable dans la vie de tous les jours, c'est qu'une chaîne ne sera jamais plus forte que son maillon le plus faible. Donc voilà l'apport de la théorie des contraintes dans l'optimisation et la gestion des goulots. Je vais maintenant laisser la parole à Guillaume qui va nous parler de l'intelligence artificielle et de son apport à la fois sur la prévision des ventes et sur l'automatisation. Alors, bonjour à tous. Merci à tous, messieurs, de cette introduction. Donc, j'espère vous présenter un maillon fort pour rebondir sur ce que vient de dire mon ami Florent.
Donc, je suis Guillaume Clément, directeur technique d'Ataïa, c'est-à-dire que je gère les équipes d'intelligence artificielle. Il y a 3 domaines, je vais vous les expliquer. Et tout ce qui est data, c'est-à-dire data platform. C'est encore un sujet dont je vais revenir en fin de présentation. J'ai aussi une activité Digital Factory où je gère des équipes de développeurs web qui fabriquent les applications mobiles ou des personnalisations pour les clients, ce que vous a montré Emmanuel sur le fait que Sedgix3 est multiplateforme et qu'on peut déployer l'ERP sur différents outils comme des tablettes ou des terminaux mobiles. Alors, avant de parler IA, souvent c'est un sujet où il y a des attentes déraisonnables. J'aimerais vous expliquer l'approche de Flowline sur le sujet pour qu'on se comprenne bien. On a un client industriel qui a plein de problématiques, ou pas forcément de problèmes, mais de choses qu'il veut améliorer. Et en fait, la question qu'on se pose, qui est fondamentale, c'est est-ce que l'intelligence artificielle a un avantage significatif à être utilisée pour régler les pain points de nos clients? C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à déployer de l'IA de partout, sur tout, n'importe comment, pas du tout. On a une approche extrêmement pragmatique. Donc là, on avait des pain points très ciblés au niveau qu'on avait identifié avec les équipes. La supply chain était limitée par une complexité de gestion. Alors, complexité de gestion, vous mettez derrière ce terme ce que vous voulez. C'est la saisie des commandes où on a tellement de particularités par client que ça en devient impossible en fait d'être efficace pour gérer en fait les commandes clients. Le MRP en fait, le calcul des besoins nets qui permet d'organiser les besoins en ressources était limité. On pouvait pas. Il y a trop d'articles, c'était trop compliqué, donc on se focalisait sur une partie des articles où on faisait une bonne prévision et le reste, on s'en sortait avec les stocks de sécurité. Et des indicateurs à forte valeur ajoutée manquants, c'est-à-dire qu'il y avait des dérives dans l'entreprise qu'on observait souvent après coup, avec un délai trop fort. Maintenant, pourquoi l'IA a été sélectionnée? Parce que c'est, dans les cas qui étaient présents, la solution la plus puissante. Sur les prévisions, je ne vais pas revenir dessus, il y a un concours mondial qui s'appelle le concours Madrakis. Donc, le concours M5, la dernière édition, était sur les prévisions de vente. Bon, voilà, l'intelligence artificielle est arrivée en numéro 1 sur toutes les méthodes de prévision. Voilà, qu'on soit clair. Alors, souvent, c'est des méthodes hybrides, mais je ne vais pas m'étendre plus que ça. Donc, on savait que sur le domaine des prévisions, c'était la bonne chose. Les indicateurs à forte valeur ajoutée manquants. Là encore, l'intelligence artificielle est capable de brasser des données très facilement. Et la complexité de gestion, l'automatisation, nous permet de réduire cette complexité. Donc, c'est pour ça, dans cet angle, qu'on a fait appel à l'IA. Et nous, Flowline, on est une petite société. On fait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. On vise les 30 millions dans quelques années, le plus vite possible. Mais par rapport aux acteurs de l'IA, nous sommes un petit acteur. Donc, on se voit comme des intégrateurs des meilleures technologies et des meilleures sources de données du monde qu'on propose pour Sedgix3 sous forme de modules. Alors, 3 modules. Un module prédictif avec toutes les technologies de prédiction. Pourquoi? Parce que ce sont des technologies à la fois mathématiques et en termes de machine learning, d'intelligence artificielle, qui sont très spécifiques. Donc, elles sont toutes dans ce module et on peut le brancher sous forme d'un conteneur chez le client. Un conteneur, c'est quoi? C'est comme un gros fichier qui contient absolument tout pour fonctionner de manière autonome. Et ça nous permet de le déployer dans le cloud ou alors directement chez le client. Il faut savoir qu'on a des clients avec des contraintes de confidentialité extrêmement fortes. Et donc, on doit déployer nos modules chez eux et ensuite, on n'y a plus jamais accès. Et on leur livre en fait les mises à jour sous forme de fichiers qui viennent installer chez eux directement. Donc, un module de prédictif qu'on appelle FlowPrev. Alors, voilà, les noms, c'est moi qui les choisis sans le marketing et ça se ressent. Un module de détection. Donc, notre rêve, en fait, ce qu'on propose, c'est assez simple. C'est qu'il y ait une dashboard, comme vous l'a montré Emmanuel, vous savez, dans les écrans Sedgix3, quand vous connectez, vous commencez par un écran d'affichage d'accueil qui contient pas mal d'informations qui sont personnalisables. Et donc là, on vient ramener dans cette dashboard en fait, des alertes détectées par l'IA ou des opportunités pour nos clients. Et automatisation, donc là, on a regroupé dans Florian, ce qu'on appelle Florian, donc à la fois la partie automatisation, à la fois la partie agent. Pourquoi? Parce que là, on parle du Gen AI, des chatbots, et donc c'est un domaine bien à part. Donc voilà,
On part des pain points pour lesquels l'IA est la plus performante. On agrège les meilleures solutions du marché dans des modules qu'on connecte à SageX3. Voilà notre approche sur l'IA au sein de Flowline. Donc là, dans le cas d'usage industriel, j'en ai parlé tout à l'heure, on a une ETI industrielle qui a des contraintes extrêmement fortes et elle ne peut pas dépasser un certain seuil de gestion de ses prévisions. Elle a besoin de prévisions. C'est fondamental. Meilleures sont les prévisions, meilleure elle peut organiser ses ressources et plus elle peut délivrer de clients. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais ça dépend de données externes, notamment des données de santé. En France, on a le réseau Sentinelle qui donne des courbes sur les infections respiratoires, diarrhée et varicelle. Et donc, du coup, en observant les courbes, on s'aperçoit que des articles sont corrélés, en fait, les ventes d'articles sont corrélées à ces courbes. Et donc, on peut améliorer les prévisions en les prenant en compte. On a aussi la météo. Alors, la météo, je vais faire simple parce que c'est un sujet extrêmement complexe, mais en tout cas, c'est les pluies. Voilà, les pluies. Pourquoi? Parce que quand les choses sont sales, on a besoin de nettoyer davantage. Et donc, il y a une corrélation avec les pluies. Alors, voilà, on ne va pas dire ce qu'on entend par pluie, est-ce que c'est une variation à la normale, mais vous voyez, il y a ces sujets qui sont sous-jacents. Quoi qu'il en soit, pour ce client, c'est très simple. Avant, tout était manuel. Et maintenant, ils ont en fait dans SageX3 directement les prévisions. Et ils ont un petit outil issu d'un projet open source qui leur permet de manipuler ces prévisions graphiquement. Parce qu'ils ont besoin de les réajuster, puisqu'évidemment, quand on a beaucoup de nouveaux clients, il n'y a pas de prévision. Il faut, soit on peut projeter un autre client pour les récupérer, mais souvent, en fait, il faut se dire, bon, voilà, au départ, je vais essayer d'estimer combien ce marché va me rapporter. Donc, il faut pouvoir saisir les prévisions. Et c'est ce que je vais vous montrer cet outil juste après. Alors, j'aimerais juste qu'on se comprenne sur ce que fait Flowprev, puisque, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est purement de la statistique et des mathématiques. Donc, en gros, on a une prévision et le réel, et donc ça donne un point. Et si on est sur la ligne, c'est que c'est une prédiction parfaite. Donc, généralement, quand on commence le système, on a ce nuage de points qui correspond à toutes les prévisions. Et en fait, l'entraînement du modèle, donc ce que fait Flowprev souvent le dimanche, il met un petit peu de temps, parce qu'on le fait travailler sur des petites machines chez les clients. Et donc, il essaye de comprendre comment fonctionne en fait l'entreprise, il la modélise, et ensuite, il améliore la prévision. Donc là, ça paraît rien, mais sur cette petite vidéo que vous voyez, sur 3 mois d'activité, on a une précision qui s'est améliorée d'1 million d'euros. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires avait été de 9 millions et on avait prévu 9,5 millions. Là où avant, il prévoyait 10 ou 11 millions. Donc l'erreur était beaucoup plus forte avant. Donc ça a été assez significatif. Et c'est important de savoir que derrière, c'est purement des statistiques. Donc, par le module de prédiction, on a amélioré les prévisions. Alors, les chiffres après sur le gain, sur l'optimisation des ressources, etc., on ne les a pas évalués. En tout cas, le ROI a été atteint en moins d'1 an, là où on pensait l'atteindre sur 3 ans. Et donc, comment ça se passe? En fait, donc, ils ont un outil qui est tout ça, c'est les données. Donc là, vous voyez une base de test, évidemment. Ils ont un outil dans lequel ils peuvent aller tout simplement consulter graphiquement les prévisions et surtout les ajuster. S'ils veulent dire, ben non, je prévois un peu plus à telle granularité, par exemple 10 000, voilà. Du coup, ça va se répercuter ensuite dans SageX3. Et comme ça, les appros vont pouvoir suivre cette prévision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une gestion de la granularité. Donc, encore une fois, là, c'est une base d'exemple. Je ne peux pas montrer les données de clients. Mais ils peuvent gérer les prévisions à très haut niveau pour l'ensemble du groupe ou alors au niveau Europe, ensuite descendre pour des sous-catégories de clients. Donc, il y a vraiment, c'est un outil graphique complémentaire à SageX3 qui vient avec Flowprev et qui permet d'avoir un affichage et de pouvoir gérer les prévisions au niveau de tout un service. Et ensuite, évidemment, elles sont réinjectées dans SageX3. Et donc, on ajoute en fait des éléments d'affichage, on ajoute de la business logic pour que ce soit actionnable, que ces prévisions, elles servent à quelque chose. Voilà. L'autre point
sur lequel on a travaillé, c'est Flow Detect. Alors, Flow Detect, c'est un peu plus, comment dire, à percevoir, à comprendre, c'est un peu plus délicat. Donc, c'est de l'intelligence artificielle qui ne sait pas ce qu'elle cherche. Donc, elle analyse toutes les données. On l'a ciblée sur un certain nombre de sujets précis. Elle regarde toute variation anormale. Alors, concrètement, hein, c'est quoi hein, le besoin qu'il y avait derrière? C'est que parfois, il y avait des changements de matière. Et par exemple, d'un coup, on se mettait à consommer plus de mastic pour fabriquer. Et ça, on s'en apercevait que tardivement, en fait. Largement au-dessus des 2 semaines. D'un coup, le stock de mastic descendait plus vite que prévu. C'est parce qu'il y avait eu un changement industriel et qu'ils s'y prenaient mal, les opérateurs, ou que quelque chose avait mal été fait. Et donc, il fallait observer constamment les déclarations de production, constamment ce qui se passait pour indiquer qu'il y avait des anomalies. Donc ça, l'IA le fait extrêmement bien. Elle est très forte pour ça. Et donc, on réintègre, en fait, dans Sage X3. Donc là, je vais vous montrer un des rapports. Mais donc, on réinjecte, en fait, grâce à ce module, les données directement dans Sage X3. Et après, chaque client fait ce qu'il veut. Soit il le garde sous forme de rapport, le temps d'être sûr que notre système fonctionne bien, soit il l'intègre dans des workflows dans Sage X3 pour que ça alerte quelqu'un, ça déclenche une action, etc. Voilà, donc typiquement, c'est des variations de quantité qui sont faibles ou élevées ou des changements importants de prix de revient souvent. Ce qu'on cherche à voir, c'est qu'il y a une variation importante de prix de revient qui survient. Et voilà, c'est le genre de sujet qu'on a mis en place grâce à Flow Detect. Donc, on a réduit le délai. On est à moins de 2 semaines pour une détection de dérive. Alors, on en est à un niveau où maintenant les clients nous demandent de détecter l'absence de données. C'est-à-dire qu'on est censé consommer tel volume sur une période, mais pour différentes raisons, soit parce qu'il y a un nouvel opérateur et donc ils arrêtent de saisir, enfin peu importe, on veut détecter qu'il n'y a pas de données, que ce n'est pas normal. Voilà, on est sur ce type de sujet maintenant. Et sur les automatisations et chatbots, on a fait gagner à peu près 2 ETP, donc équivalent temps plein. Alors, encore une fois, quand je dis on a fait gagner 2 ETP, c'est des gens qui ont pu se consacrer à des choses à plus forte valeur ajoutée, hein, évidemment. Alors, comment on fait? Qu'on soit clair, on utilise des solutions open source du marché. Et donc, typiquement, on utilise N8N que vous pouvez chercher sur Internet. Vous pouvez le télécharger vous-même, l'installer ou l'utiliser en ligne. On ne fait pas payer sa location, hein, donc on prend le module, on le met chez vous pour vous expliquer comment faire, mais vous auriez pu le faire tout seul. Par contre, ce qu'on va apporter, c'est tout un tas de connecteurs avec Sage X3. Plein de connecteurs qui nous permettent de manipuler les données et donc qui vous permettent de créer des automatisations puissantes par ces outils. Concernant l'IA, on utilise OpenWebUI. Donc là encore, on va entraîner un modèle, comme Mistral par exemple, pour une application bien précise. Typiquement, préparer, je ne sais pas, donner des conseils aux préparateurs sur les règles à suivre pour préparer une commande. Voilà, donc on va créer un ensemble de données de toutes les règles que vous devez appliquer dans l'entreprise. On va faire un fichier d'entraînement pour expliquer comment, d'une certaine manière, il faut qu'il les présente aux opérateurs. Et on va faire un modèle personnalisé qu'on déploie chez le client. Voilà, donc c'est ces 3 domaines et ça se concrétise comme ça. Et voilà les résultats qu'on a obtenus. Alors, je vous montre une automatisation qui n'est pas l'automatisation industrielle qu'on a mis en place, puisque, comme tout le reste, elle est confidentielle et je ne peux pas la montrer. Et surtout, elle est aussi très complexe, notamment dans les automatisations qu'on avait mis en place en milieu industriel. C'est un sujet assez sophistiqué où vous avez le CAM, donc les logiciels qui permettent de convertir les plans du bureau d'études en fichiers pour programmer les machines numériques. Et donc, il y avait un flux où il fallait prendre les plans, les donner au service de programmation qui faisait les fichiers pour les machines, qu'il fallait compiler pour envoyer sur les machines. Tout ça était beaucoup d'opérations manuelles. Et on a automatisé tout ça grâce à des automatisations comme celle-là. Voilà. Donc là, c'est un exemple très simple, mais c'est pour vous montrer en fait l'intérêt de ces outils d'automatisation. Donc, on met ça dans l'entreprise. Et ils peuvent automatiser tout ou partie des flux Sage X3 ou même des flux avec d'autres outils. Donc là, typiquement, c'est un exemple simple. On a un fichier à intervalles réguliers de prospects pour la CRM qu'on doit importer dans l'ERP. Ça arrive tout le temps, fréquemment. Alors, peu importe, hein, c'est un exemple. Et donc, en fait, une fois que le flux est posé, du coup, il tourne tout seul et il échange avec les utilisateurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que
à chaque fois qu'il réussit, enfin qu'il fait un traitement, vous voyez, il m'alerte et il me prévient dans Teams. Et si jamais il est bloqué, dans Teams, il va me demander, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois créer un doublon ou pas, etc. Et ces automatisations, alors qu'est-ce qu'on apporte finalement? Eh bien, on apporte une liaison sécurisée aux données de SageX3, c'est-à-dire que vous avez le moteur d'automatisation, vous avez SageX3, entre les deux, vous avez notre module qui va prendre des morceaux de données extrêmement ciblés et sécurisés pour les passer en fait au module d'automatisation, pour qu'à aucun moment on expose en fait SageX3. Et ce qu'on fait aussi, c'est que des fois, vous avez besoin de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous avez besoin de communiquer avec un utilisateur, vous avez besoin d'écrire un mail. Et donc, on fait des modèles entraînés qu'on met sur Hugging Face ou alors qu'on stocke localement chez le client, qui permettent de communiquer, donc de dire qu'est-ce que je dois faire dans tel cas. Voilà. Et donc, on a créé donc, tout un tas d'interfaces avec SageX3. On entraîne les modèles et on se connecte à tout un tas d'API, comme par exemple SIRET et numéro de TVA, ou d'autres API, météo, tout ce que vous voulez. Donc, voilà notre valeur ajoutée. Ce n'est pas nous qui avons fait, on n'a pas fait l'IA, on n'a pas fait l'automatisation. Par contre, on les a bien utilisés. Voilà. Ah oui, alors je suis désolé, il est midi, je suis désolé. Je vais juste terminer rapidement sur la data platform. Un fort succès de nos projets repose sur une bonne data platform, puisque ça permet de créer des règles unifiées à toutes les données, comme par exemple l'échange des fichiers entre les machines, le service programmation, etc. Stocker dans un environnement sécurisé toutes les données, sachant qu'aujourd'hui, le coût de stockage sur les data platforms coûte quasiment zéro. Nous, on est spécialiste Databricks Fabric, mais après, choisissez celle que vous voulez, dans le pays que vous voulez. L'approche augmente les succès sur tous les projets d'IA et permet de stocker les données de façon sécurisée pour les valoriser plus tard. Et permet de garantir les usages. Grâce à la data platform, vous pouvez alimenter le site web, récupérer de SageX3, alimenter la CRM, envoyer aux machines et garantir ces usages. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur la data platform, mais c'est souvent un sujet de réussite supplémentaire dans ces projets. Voilà, merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir été un peu plus long que prévu. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Emmanuel. Merci, Florent. Je pense que vous avez été clair sur vos présentations respectives. J'aurais juste besoin, voilà, de récupérer la main un instant, s'il vous plaît. Partager. Hop. Et hop. Je vais aller vers la fin. Hop. On doit se trouver précisément ici. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Impeccable. Ok, merci à vous. Merci. Peut-être simplement pour résumer les résultats qui ont été obtenus en associant à la fois donc le côté application SageX3, mais également l'apport de valeur de l'expertise métier, et on l'a vu, il n'y a pas forcément besoin d'investissement pour avoir un retour sur investissement. C'est ça qui est très intéressant avec cette partie expertise métier. Et puis l'apport de l'IA. Donc ces trois composants sont effectivement fédérateurs, sont générateurs de retour sur investissement pour les entreprises et de meilleure efficience, une meilleure productivité et globalement améliore la rentabilité de l'entreprise. Donc, juste pour reprendre, SageX3, ERP international, très complet. C'est pas une offre qui nécessite généralement de modules complémentaires, de granules, de choses comme cela. Le produit est naturellement riche et profond. C'est un produit que je qualifie toujours de multi-tout parce qu'il est multi-langue, multi-société, multi-établissement, multi-législation, multimodèle, c'est extrêmement varié, mais il est monobase. Donc, ça veut dire que quand j'ai à faire une mise à jour, je ne la fais qu'une fois, je ne fais pas une mise à jour par localisation, par exemple, par pays.
c'est selon des organismes qui auditent les ERP du marché, en tout cas les grands ERP du marché, c'est l'ERP qui offre aujourd'hui un des plus importants retours sur investissement pour les entreprises. Là, on l'a vu dans un contexte qui est purement industriel, qui est je veux simplement améliorer, simplifier ma planification de production. On a vu qu'on avait un gain à peu près de 40% sur la partie planification. Bien entendu, il y a un gain également sur la partie réactivité face à des aléas et que globalement, l'usage de ces outils, que ce soit la partie planification et la partie mobilité en atelier, améliorait l'efficience en termes de production de l'ordre de 20%. Donc, on voit qu'il y a vraiment des gains qui sont inhérents à l'ERP Sage X3. Dernier point sur la partie X3, selon Marques, qui est un gros organisme d'audit, comme le CXP également, c'est Sage X3 est l'ERP qui aujourd'hui apporte le plus haut niveau de satisfaction, que ce soit au niveau des directions générales que des utilisateurs finaux. Emmanuel l'a montré rapidement, c'est vrai que l'usage de menus qui ne soient pas sur des menus déroulants, mais plutôt sur des processus métiers, ça a un apport qui est juste fabuleux pour les utilisateurs. On a vu également l'apport du conseil métier. Donc, on a dit, pas besoin forcément d'investir dans la machine-outil, ça peut être un axe, mais simplement en utilisant les bonnes pratiques, on va avoir des gains mécaniques, on va dire. Et si on combine cela avec l'intelligence artificielle et les outils d'automatisation, comme a parlé Guillaume, les bénéfices sont exceptionnels. On a vu une amélioration de 30% des prévisions commerciales dans ce contexte. Pour information, Guillaume me parlait encore récemment d'une amélioration qu'il a pu avoir dans une autre société, une très grosse société, et cette amélioration des prévisions était de 70%, ce qui est colossal. On ne peut pas en faire une généralité, c'est pour ça qu'on a préféré garder un taux plus faible là. Amélioration de la productivité entre le conseil métier et l'IA de 20%, une diminution des stocks de 15%, et puis une amélioration des délais de livraison de 40%. Donc on voit l'intérêt, en fin de compte, de conjuguer ces trois fameux piliers, l'ERP, le conseil métier et l'intelligence artificielle. Je finirai sur la partie questions-réponses et je vous prie de nous excuser pour ce dépassement de délai. Il y a eu quelques questions. Alors, je crois que là, vous en avez, Laura, vous n'avez retenu que quelques-unes, je pense, ici. Donc, ce que je vous propose, c'est quid de la protection des données, Sage X3, Data Lake et IA. Guillaume, est-ce que tu veux prendre la parole? Alors, oui, je vais faire court. Oui, alors juste peut-être qu'on garde juste 5 minutes et après, de toute façon, j'enverrai le lien avec mes coordonnées pour qu'on puisse reprendre contact. On applique le meilleur des règles légales à ce sujet. Sage X3, si vous le prenez en version cloud, il est dans le cloud Amazon. Il peut être hébergé on-premise. Nous, on utilise Azure en Europe. Et enfin, l'IA, qu'elle soit chez nous ou chez vous, du coup, vos données, en tout cas, ne transitent jamais en dehors d'environnements sécurisés qui vous appartiennent. Voilà. Donc, on respecte toutes les lois en vigueur à ce sujet. Merci, Guillaume. Est-ce que l'expertise métier peut s'appliquer à l'usage d'autres systèmes? Florent, je te laisse peut-être répondre à ce point. Oui, bien entendu. L'expertise métier s'applique à l'ensemble des outils IT génériques qu'on peut rencontrer dans la supply chain. Je pense que Florent ne nous entend pas. Alors, je vais y répondre. Mais... Bien entendu, ça peut s'appliquer à d'autres systèmes. On a vu que la réponse, par exemple, qui a été apportée au travers de cette fameuse success story, n'était pas forcément liée à l'application, mais plutôt liée à l'adoption de bonnes pratiques. Lorsque nous apportons de l'expertise métier, celle-ci n'est pas circonscrite à l'ERP Sage X3, à une business intelligence et ainsi de suite.
c'est au contraire, on va chercher plutôt des bonnes pratiques qui s'adaptent à une problématique, à un pain point de l'entreprise, et elle est complètement agnostique à l'ERP, par exemple. Faites-vous une cartographie globale des pain points ou des actions ciblées. Alors, soit l'entreprise a déjà identifié de façon très claire un pain point. Et dans ce cas, on va se focaliser avec notre client sur ce point-là. Soit l'entreprise dit, je pense que j'ai plusieurs dysfonctionnements. Là, on va engager une analyse plus large, plus complète, qui va justement cartographier, isoler différents pain points pour pouvoir après gérer des priorités et un chaînage dans ces pain points. Qu'est-ce qui différencie Sagis3 et Business Central, par exemple? C'est une bonne question. Je dirais que, pour synthétiser, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a 2 ou 3 éléments qui peuvent les distinguer, sans porter de jugement de valeur, hein. Sagis3, on l'a dit tout à l'heure, c'est une solution qui intègre par défaut énormément de fonctionnalités et qui nécessite peu de modules complémentaires parce que la solution nativement embarque déjà toutes ces fonctionnalités. Donc, il y a une profondeur qu'on n'a pas forcément dans d'autres outils. Je ne veux pas forcément parler que de Business Central, c'est pas, je pense, le sujet. Ça, c'est quand même un élément qui est très fort, mais qui le distingue de beaucoup d'autres ERP. Deuxième point, donc ça veut dire que quand vous prenez un X3, globalement, il ne faut pas vous dire est-ce que je vais prendre cet intégrateur, plus un autre, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Deuxième point, c'est une solution qui peut être déployée sur plusieurs pays, donc avec des législations différentes, mais sur une même instance, si vous voulez. Donc, je n'ai à faire qu'une mise à jour de base de données et je n'ai pas à faire une mise à jour par pays, par exemple. Donc, ça, c'est un deuxième point qui me paraît important. Après, il y a des produits comme Sagis3 qui sont très destinés, très bien nés par rapport au domaine de la production. Et il y a d'autres outils qui ne sont pas issus du domaine de la production et qui seront peut-être moins pertinents. Voilà pour répondre à cette question. En cas d'erreur de prévision, qui est responsable? Alors Guillaume, cette question est pour toi, je crois. Pardon. Alors, c'est vous. En fait, la prévision est du domaine. C'est vous qui, en fait, qui en assumez en fait les conséquences. Donc, on vous donne le maximum de métriques. C'est pour ça qu'il convient de bien évaluer sur la période si elles sont conformes, de prendre le temps avant de prendre des décisions, fortes à ce sujet. Mais j'aimerais dire un truc simple. Généralement, quand on fait ça, on donne l'importance des features, des variables externes. Quand on dit à un client, voilà, a priori, les produits d'entretien surodorants sont liés à la hausse des diarrhées en France, il dit, bah oui, effectivement, hein, oui, ça correspond, c'est lié et c'est intéressant. Donc voilà, je serais tenté de dire, c'est vous qui êtes responsable. Maintenant, on est dans un domaine statistique où on appuie nos chiffres sur des raisonnements et après, c'est votre interprétation comme dans votre business. Hein. C'est vous qui assumez tout au final. Hein. On est d'accord. Voilà. Oui, tout à fait. Merci Guillaume. Est-ce que les gains énoncés se cumulent les uns aux autres? Alors, donc la réponse est définitivement oui. Oui, tout à fait. Parce que chaque outil, chaque méthodologie, en fin de compte, a son propre apport de valeur. Par contre, l'apport de valeur de l'un peut servir à décupler l'apport de valeur de l'autre. Ça, c'est un élément qui est très important. Quand on parle de gestion de prévision à Sagis3, c'est gérer les prévisions. Mais est-ce que l'apport de l'IA qu'on va réinjecter en termes de data dans X3 pour les rendre plus performants, donc le X3 va prendre une autre dimension
au travers de la justesse de ces prévisions, et puis après va impacter une amélioration des achats, des approvisionnements et par conséquence la partie production. Donc on voit que ça se cumule, mais voire même c'est quasi exponentiel puisque ça a un effet de bord sur le reste. Enfin, dernière question, n'y a-t-il pas de collusion d'intérêts entre votre activité de conseil métier et celle d'intégrateur? Alors, je vais vous répondre de façon très claire. La réponse est non, il n'y a strictement aucune collusion. D'ailleurs, là, on l'a vu, on n'a pas cherché à vendre des choses que le client n'avait pas, ni en termes de matériel, ni en termes d'application. On s'est vraiment concentré sur un business model, sur une problématique métier et nos experts métiers. Attention, on n'est pas là pour faire des cahiers des charges, pour faire ce que font les métiers des conseils comme, je sais pas, un Capgemini, un Ernst & Young, un Deloitte et tout ça. Nous, c'est vraiment de l'expertise métier au sens pur. Et donc, on ne sait pas a priori, est-ce qu'on aura une solution applicative, une solution technologique, un achat de matériel. On est agnostique par rapport à tout cela. Voilà. Pour conclure, je vais juste repasser ici. Voilà, c'est là, ça sera mieux. Et je vais arrêter le partage. Non, c'est arrêté d'ailleurs. Merci bien. Je tenais à vous remercier toutes et tous pour avoir participé à cet événement en espérant que ça a été riche d'informations. Je communiquerai à l'ensemble des participants nos coordonnées pour que vous puissiez avoir éventuellement des éléments complémentaires d'information. Et je remercie également mon équipe pour tout ce qu'elle a pu présenter aujourd'hui, tout ce qu'elle a préparé ces derniers jours pour assurer cette présentation. À bientôt. Au revoir à tous et à toutes. Merci à tous. Au revoir.